Bonjour à toutes et à tous. Dans cette partie de cours, nous allons voir les paramètres que nous pouvons régler et modifier dans SolidWorks afin de le rendre plus adapté à notre usage. Bien entendu, ces modifications ne seront pas effectuées à chaque usage, mais plutôt une fois que vous aurez réinstallé votre logiciel à zéro, que vous l'utilisez sur un nouveau poste ou tout simplement que vous avez installé une nouvelle version. Pour obtenir l'accès aux paramètres, vous avez deux solutions. Soit vous cliquez sur la petite roue dentée qui se situe ici, options, soit vous ouvrez le menu. Pour ouvrir les menus dans SolidWorks, il suffit de passer la souris sur le logo, puis outils et options. Le dialogue d'options du système s'ouvre alors. Vous remarquerez qu'il est positionné en deux parties, une partie options du système, puis une partie propriété du document. La première partie options du système concerne SolidWorks en lui-même et donc les paramètres que vous allez modifier là-dessus seront modifiés pour toutes les utilisations, tandis que propriété du document se modifiera uniquement pour le document présent et vous devrez le remodifier à chaque utilisation. Commençons par les options du système. Nous n'allons pas ici voir l'ensemble des options qui sont proposées, vous remarquez qu'elles sont très nombreuses, ce qui est logique puisque SolidWorks est un logiciel qui est adapté à plusieurs usages. Tout d'abord des usages de modélisation, de CAO, et vous pourrez trouver des utilisateurs de SolidWorks aussi bien pour faire du paysagisme que pour monter des pièces d'Airbus ou de train. Donc chaque corps de métier va utiliser le logiciel comme bon lui semble et donc va le paramétrer à son usage. Vous avez toutes les catégories qui sont situées à gauche et lorsque vous ouvrez une catégorie, eh bien la partie droite, vous voyez apparaître les paramètres qui concernent cette catégorie. N'hésitez pas à aller farfouiller et à modifier des paramètres dans SolidWorks puisque en fait si vous faites une modification qui n'est pas appropriée, vous pourrez tout simplement cliquer sur le bouton restaurer pour retrouver les paramètres de départ. Dans notre cas, nous allons voir quelques paramètres que nous pouvons modifier pour rendre l'utilisation plus simple et plus adaptée à votre usage. Premièrement, nous allons commencer par les vues. Vous êtes peut-être habitué à utiliser d'autres logiciels de conception, comme par exemple AutoCAD, Archicad pour les plus orientés vers le bâtiment. Pour d'autres personnes, vous êtes peut-être habitué à Fusion 360. Ces logiciels utilisent le zoom de la souris d'une certaine façon, c'est-à-dire lorsque vous zoomez vers l'avant, le zoom est positif et lorsque l'on recule, le zoom est négatif. Dans SolidWorks, c'est inversé, c'est-à-dire que un zoom vers le bas, un scroll vers le bas sur la souris va créer un zoom positif, vous allez zoomer, et lorsque vous avancez le scroll de la souris, vous allez obtenir un zoom négatif. Cette utilisation est très pratique pour le secteur de l'aéronautique, mais en effet, il peut être déroutant pour les débutants. Si vous êtes habitué à travailler sur des logiciels de chez Autodesk, je vous conseille dans ce cas-là de cliquer sur ce bouton, inverser la direction du zoom de la souris, qui vous permettra de retrouver un usage plus habituel. Personnellement, je ne le fais pas, puisque je suis habitué à travailler dans l'autre sens. Autre paramètre que vous allez pouvoir modifier, il s'agit du paramètre d'affichage. Vous allez ici avoir les arêtes cachées qui sont affichées en pointillés. Pour certains usages, vous allez préférer les obtenir en continu, ce qui vous permettra de mieux les voir. Tout dépend de la taille de votre écran. Autre paramètre, les paramètres de couleur. Vous voyez que ici vous avez un arrière-plan qui est clair par défaut. C'est l'arrière-plan que je vois derrière. Pour certains usages, si vous modélisez pendant de très longues heures et dans un environnement qui est peu éclairé, je vous conseille d'utiliser un arrière-plan plutôt moyen ou moyennement éclairé. Ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus reposant pour les yeux. C'est ainsi par exemple que chez des concurrents comme Autodesk,
le fond est devenu noir. Ici, nous sommes restés sur des fonds clairs, mais vous voyez, vous pouvez l'adapter à votre usage. Nous, on va le conserver clair, tout simplement parce que c'est plus facile si vous devez projeter ce cours ou si vous voulez le regarder en même temps que vous modélisez sur un autre écran, c'est beaucoup plus lisible sur un écran en clair. Ici, vous voyez que vous avez une possibilité de paramétrer toutes les couleurs possibles de l'ensemble des éléments. Par exemple, vous voyez les annotations, les visualisations, les textes associés aux contraintes, etc. Vous voyez, par exemple, les textes associés aux contraintes saines, c'est vert, avertissement jaune, erreur rouge. Certains ou certaines d'entre vous peuvent avoir des difficultés de lecture avec certaines couleurs. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez modifier les couleurs directement pour chaque couleur. Par exemple, une esquisse sur contrainte qui est ici en rouge foncé. Si vous ne la voyez pas bien, vous pouvez éditer la couleur et ainsi changer pour une couleur qui vous sera plus adaptée. Nous allons continuer ce petit tour des options par l'esquisse. Un petit paramètre que je trouve assez sympathique, c'est la rotation automatique de la vue dans la direction normale au plan. En effet, lorsque vous modélisez, vous allez créer des esquisses. Les esquisses, ce sont des éléments de dessin. Lorsqu'on dessine en règle générale et on dessine en 2D, on essaye d'être en face de son dessin pour ne pas avoir de perspective. Donc le plus souvent dans le cours, je vais vous proposer de créer une esquisse, puis de vous mettre normal à l'esquisse. Pour ceux qui trouvent que ces deux opérations, c'est un petit peu rébarbatif, puisqu'au final, c'est toujours les mêmes, vous pouvez cliquer là-dessus, rotation automatique de la vue, et ainsi, vous aurez directement votre esquisse qui sera en face. Passons aux propriétés du document. Dans ces propriétés, il y a deux propriétés qui sont importantes à mettre en place. La première propriété, c'est la norme d'habillage. Donc ici, on reste en ISO. Deuxième propriété, c'est la propriété des unités. Ici, nous travaillons en mmgs, millimètres, grammes, secondes, ce qui sous-entend que lorsque je vais modéliser et que je vais indiquer par exemple au logiciel 30, il va comprendre 30 mm. Et lorsque SolidWorks va me calculer par exemple la masse d'un objet que je suis en train de réaliser, il va me la calculer en grammes. Et pour finir, si je souhaite effectuer une modélisation de mouvement, il va calculer les mouvements en mesurant avec des secondes pour l'unité de temps. Si vous travaillez avec d'autres unités, je pense par exemple aux paysagistes qui vont utiliser SolidWorks pour modéliser des jardins, vous allez peut-être utiliser plutôt comme unité le centimètre, et donc ici vous allez utiliser le CGS. Ces options d'unité, vous les retrouvez aussi en bas à droite du logiciel, vous voyez indiqué MMGS. Vous pouvez double-cliquer sur ce titre MMGS pour pouvoir modifier directement en temps réel votre système d'unité. Vous pouvez d'ailleurs aussi inventer, en cliquant sur personnaliser, votre propre système d'unité, même si c'est assez peu recommandé. La dernière chose que nous pouvons regarder, c'est la qualité d'image. Lorsque vous travaillez sur SolidWorks, la modélisation des cercles s'effectue au moyen de polygones. En effet, lorsqu'une carte graphique sur un ordinateur vous représente quelque chose de rond, en règle générale, ce n'est pas réellement rond, c'est juste un polygone avec beaucoup de côtés. Plus vous mettez de côté, plus votre dessin est fluide, mais en même temps, plus l'ordinateur a besoin de calculer. C'est pour ça d'ailleurs que le curseur se situe à peu près au milieu entre la qualité et la vitesse d'exécution. Aujourd'hui, la plupart des ordinateurs récents sont capables de fonctionner même si vous emmenez votre curseur quasiment jusque dans le rouge. Donc n'hésitez pas, lorsque vous commencez une modélisation, si vous avez besoin d'avoir un rendu visuel propre et que vous allez avoir beaucoup d'éléments circulaires,
ou tube, tuyau, ellipse, etc. C'est toujours plus sympathique lorsqu'on modélise de regarder une ellipse qui est vraiment elliptique plutôt que d'avoir quelque chose qui est très angulaire. Donc n'hésitez pas à aller dans les propriétés du document et à pousser cette qualité un petit peu plus à fond. Si toutefois, lorsque vous êtes en train de modéliser une pièce vraiment très importante, je pense plutôt à un assemblage d'éléments mécaniques qui vont tourner, de quelque chose qui est vraiment très complexe avec des sous-éléments, des sous-ensembles, et bien dans ces cas-là, je vous conseille en effet de réduire un petit peu. Alors, ne le réduisez pas d'office, réduisez uniquement si vous vous rendez compte, par exemple, que vous n'arrivez pas à tourner facilement la pièce ou que ça devient quelque chose d'un petit peu complexe. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu lent, vous avez un petit peu de latence, c'est pas fluide. Et bien dans ces cas-là, vous réduisez. Voilà. Alors pour vous donner un ordre d'exemple, ce que ça donne quand on réduit, quand même. Voilà, regardez. Vous voyez là, plus je réduis, plus je vois ma déviation. La déviation qui apparaît ici, c'est une déviation en millimètres, c'est-à-dire que vous avez une erreur possible sur le dessin de 0,2777 mm. Donc ça veut dire que potentiellement le dessin peut être jusqu'à 0,28 mm plus loin par rapport à ce que vous avez modélisé. Bon, alors attention, hein, il s'agit uniquement d'affichage. Il ne s'agit pas, bien entendu, de la réelle modélisation. Même si vous avez une qualité de résolution faible, lorsque vous allez faire un rendu photoréaliste ou lorsque vous allez faire une sortie imprimante 3D, découpe laser, eh bien les éléments ronds seront bien ronds, il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste plus compliqué pour vous et moins agréable. Pour terminer, je vais retourner dans les options du système. Et dans ces options du système, je vais retourner sur la sauvegarde et la récupération. Vous voyez que SolidWorks effectue une sauvegarde automatique des documents toutes les 10 minutes. Je trouve que c'est un laps de temps qui est confortable, à la fois parce que ça vous permet de garder des bonnes performances, et à la fois, au pire des cas, vous ne perdez que les 10 dernières minutes de document si vous avez effectué une erreur ou si votre ordinateur a été amené à planter. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas sûr de votre informatique et que vous travaillez sur réseau, je vous conseille de cliquer ici sur copie de sauvegarde. Ainsi, à chaque fois que SolidWorks enregistrera un document, il va l'enregistrer en double. C'est-à-dire qu'il va enregistrer d'abord une copie, puis la deuxième. Ainsi, si votre réseau venait à tomber à ce moment-là ou à saturer, eh bien, vous ne perdriez pas de données. Si vous travaillez en local, vous n'avez pas besoin d'activer ces copies de sauvegarde. Dernière chose, la notification d'enregistrement. Enregistrer un rappel si le document n'a pas été enregistré pendant 20 minutes. En effet, tant que vous n'avez pas donné un nom à votre document, ce qui est mon cas ici, vous voyez, pièce 1, eh bien, mon document ne s'enregistre pas dans le disque dur, et donc je peux perdre mon travail. C'est après ennuyeux. 20 minutes, ça commence à faire beaucoup, je vous conseillerais plutôt de réduire ça à 10 minutes, sauf si vous utilisez SolidWorks comme moi pour faire aussi de la présentation et donc des cours, parce que là en effet on n'a pas toujours enregistré notre travail, mais pour un usage vraiment de conception, je vous conseille de réduire à 10 minutes, c'est bien suffisant. Voilà, donc ici nous avons fait le tour des différentes options de SolidWorks. Avant de commencer à modéliser, une petite dernière chose, nous allons tout simplement voir où enregistrer nos différents éléments. Je vous conseille d'enregistrer vos éléments directement dans votre disque dur. Moi, vous voyez, je les enregistre dans un cloud, donc OneDrive, mais on peut aussi, il existe d'autres systèmes de drive comme K-Drive par exemple, qui est français, ou d'autres systèmes comme Dropbox ou autres.
L'avantage d'utiliser un drive, c'est ici j'enregistre directement mes documents sur le disque dur, donc ce qui veut dire que je vais avoir de bonnes performances pour travailler, et en même temps j'ai une sauvegarde automatique qui s'effectue de mes modélisations que je pourrais réutiliser, auxquelles je pourrais accéder sur d'autres ordinateurs, donc ce qui me donne aussi l'avantage du réseau. Voilà. Donc c'est un petit peu le meilleur des deux mondes entre le réseau et l'utilisation locale. Il faut savoir que SolidWorks n'est pas vraiment conçu pour une utilisation réseau, à moins bien entendu d'avoir un réseau de très bonne qualité et qui ne souffre pas de saturation et de lenteur. Dans auquel cas vous pouvez bien entendu travailler sur réseau comme le font un grand nombre de grosses entreprises. À l'intérieur de votre répertoire dans lequel vous allez enregistrer vos objets 3D, je vous conseille d'utiliser un répertoire par élément. Voilà. Et dans ce répertoire, vous allez pouvoir positionner chaque fichier. Voilà. Donc là, ici, j'ai l'ensemble des fichiers auxquels on donne un nom pour éviter de ne pas s'y retrouver. Si j'avais quelque chose de plus compliqué avec des assemblages, par exemple, il pourrait être intéressant de créer un répertoire assemblage, un répertoire pour les plans et un répertoire pour les rendus si nous avons fait des rendus vidéo. Voilà. Tout ceci permettant de mieux s'y retrouver en sachant que lorsque vous ouvrez SolidWorks et que vous demandez à SolidWorks d'ouvrir un document, et bien SolidWorks retrouve, et bien vous voyez l'arborescence de Windows directement. Donc ce qui veut dire que ce qui est facile à trouver dans Windows est facile à trouver dans SolidWorks. Nous sommes maintenant parés pour commencer à modéliser.